cet avant-match, j'appelle à la barre le duo Babou-Jacques. Ou Jacques-Babou. Ouais. Jacques-Babou, c'est pas mal. Jacques-Babou, c'est un titre de dessin animé, ça. Ça ressemble. Messieurs, on va vous présenter la compo du LOSC. Possible, parce que Marcelo Bielsa, tu le disais Fabrice, change souvent, on ne sait pas trop comment il change, les milieux, les pas milieux, les arrières droits, les arrières gauches. Voilà. C'est vrai qu'à l'OM, il y avait quand même une certaine réussite en mettant Dimitri Payet au poste numéro 10, qui s'était révélé notamment en deuxième partie de saison. Là, Benzia numéro 10, je peux vous dire que tu moi t'appelles Jacques-Babou? Non. C'est juste une observation. C'est pas grave. Un préliminaire. Il y a pas de préambule. Il n'y a pas de souci, Romain. Jacques-Babou, alors, expliquez-nous un peu cette tactique. Tiens, carte blanche, vous vous faites plaisir, vous répondez. Expliquez-nous là, parce que... Non, mais si Jacques peut l'expliquer, moi j'ai toujours pas compris le 3-3, enfin je sais pas combien de 3-1, parce que c'est... Il n'y a que El Loco qui peut vous expliquer ce positionnement, ces espaces, ces joueurs qui ne jouent pas leur bonne place. Et pourquoi ça a marché avec le Chili, par exemple? Parce que ça a marché avec le Chili, c'était séduisant. Oui, mais c'était il y a combien d'années voilà, il a plus le même âge, il est devenu totalement différent. Je le vois dans les rapports avec la presse, dans les rapports avec les joueurs, dans la communication avec tout le monde. Écoutez, je suis désolé, mais c'est pas quelqu'un avec qui c'est vrai que c'est impossible, Fabrice, juste Romain, je te redonne la parole. C'est impossible que ça fonctionne, le système Bielsa? Pour toi, objectivement? Si, tu disais ça a marché avec le Chili. Moi, je pense qu'il y a quand même des particularités selon les équipes. Le Chili, déjà, c'est une mentalité sélection, déjà. avec comme on dit, la grinta, des joueurs ultra défensifs qui savent défendre comme personne, et l'avènement quand même de joueurs comme Vidal et Alexis Sanchez qui étaient hors normes aussi. Il avait des mecs comme Isla aussi, des mecs polyvalents. Moi là, dans ce 3-3-3-1, là, je sais pas quoi, c'est toujours ce rôle que jouait Imbula à l'OM et qui est tenu par Thiago Mendes. Il est tout seul au milieu de terrain. Et je me souviens qu'on pestait contre ça, c'est-à-dire que si on joue bien le coup, Payet, Zambo et Luis Gustavo, ils vont avoir énormément de latitude pour manœuvrer dans ce milieu de terrain, parce que Thiago Mendes tout seul s'en sortira. Et Benzia fait pas trop les efforts. Romain, ce que je voulais dire par rapport à l'âge, et c'est un facteur important qu'évoquait Jacques, Francis a connu ça à Lens, avec un entraîneur qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Giroud. Et quand il est arrivé, c'était une erreur de casting, et Giroud avait expliqué qu'il n'avait plus l'âge de ces jeunes, de ces périodes fastes à Auxerre, et que du coup, par rapport dans son rapport avec les joueurs, il n'arrivait plus, quand il poussait par exemple une gueulante, à sensibiliser ses joueurs comme il arrivait à le faire à Auxerre, et c'est pour ça que ça n'avait pas marché à Lens. C'est aussi possible de se dire que Bielsa, si on parle du Chili, le Chili c'était en 2010, il y a quand même 7 ans, voilà, il y a une différence aussi, oui, que là ça peut rentrer en compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un système doit être adapté à la qualité de ses joueurs. Et vous imposez pas un système à des joueurs, c'est Benzia, qui c'est qui va défendre au milieu là, moi je sais pas quoi non plus. Alors là-dessus, parce que visiblement je ne suis pas dans ton cœur pour ce qui est analyse tactique, j'ai bien compris Romain, je vais quand même essayer juste à faire comprendre exactement ce système mais de tu es quand même dans mon cœur. J'essaye, voilà, ça, je vais essayer humblement. Le système de Marcelo Bielsa, parce que je l'ai un peu regardé quand il était entraîneur à l'Olympique de Marseille. Vas-y. L'idée, c'est d'avoir un joueur en supériorité en défense, c'est-à-dire que l'OM jouant en 4-2-3-1, on va partir du principe que c'est Mitroglou l'attaquant, Alonso et Yé seront les deux joueurs qui seront sur Mitroglou. Amadou montera à la hauteur de Thiago Mendes pour lui prendre Payet. Il laissera Thiago Mendes prendre au-dessous avec Benzia les deux milieux défensifs de l'OM, donc qui seront probablement Amadou, c'est Romao un peu alors. Si voilà, exactement, c'est le joueur qui peut jouer le voltigeur, celui qui joue en défense et au milieu de terrain. Voilà, les deux Thauvin et Payet seront pris par les latéraux ou latéraux d'infortune comme les Benzia sera sur Gustavo. Voilà, d'accord. Avec Thiago Mendes, à mon avis, Benzia sera plus sur Zambo, et Thiago Mendes sera plus sur Luis Gustavo, dans l'idée de ce qu'était le chemin de Marseille. Si je suis joueur à Lille, moi j'ai mal à la tête. Je prends un cachet, je dis excusez-moi coach, là j'ai pas tout compris. On rappelle que souvent les équipes contre l'Olympique de Marseille, notamment je vais donner une équipe au hasard, Montpellier, cette année-là, qui avait fait 2 victoires, jouait avec 2 attaquants à chaque fois pour justement contrarier les plans. C'est ça le truc, c'est que du coup, ils mettaient 2 attaquants pour que l'OM joue avec 3 défenseurs centraux. Là, sachant qu'à l'OM, il n'y a qu'un attaquant. Je sais pas s'il met ça en place face à l'OM avec Amadou montrera ouais, mais ça c'est difficile honnêtement. Quand on est joueur, moi je jouais milieu défensif
Cette zone-là, je la connais un petit peu. Honnêtement, c'est très compliqué de jouer à la fois milieu défensif et libéraux, selon l'adversaire. Quand il y en a un qui arrive, tu joues libéraux, mais quand il repart, tu passes milieu défensif. On l'avait vu avec Romao, qui avait eu du mal. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Roland depuis très longtemps. Il n'y a pas longtemps sur le fossé, Roland. Et quand je vois et j'écoute Roland travailler sur son équipe, sur ses adversaires, c'est tout le contraire de ce que fait Roland. C'est déjà. On rappelle que c'était adjoint, non pas adjoint. Ah oui, adjoint, si on peut le dire aussi. C'est coordinateur sportif. Ami, mais faites un mix de tout ça. Lors des dernières aventures de Roland notamment. Voilà. Donc il faut travailler sur les équipes, sur les adversaires. Là déjà, la mise en place. Donc je te fais une mise en place, mais par contre, attention, tu te mettras pas là. Il faut que tu. Non. Il a réussi avec le Chili. Le Chili, c'est une sélection, ce n'est pas un club. En club, vous avez les joueurs toute la journée, toute la semaine. C'est compliqué. Après, vous les saoulez, les joueurs. Là, lui, il les avait uniquement de temps en temps. En sélection, c'est beaucoup plus simple. Tu me rejoindras peut-être, Francis. Mais je pense qu'il a un autre handicap que personne ne soupçonne. C'est le problème de la langue. C'est-à-dire que pour faire passer un message à ces joueurs, il y a des moments, il y a de la chaleur, il y a de la puissance, il y a de l'impact sur le caractère du joueur. Et lui, il parle pas. En même temps, là, il y a beaucoup les Alonso, les Thiago Mendes, Thiago Maia, Arrojo. Voilà. Mais c'est original parce qu'il n'y a pas un seul Argentin ni un seul joueur. Je parle pour l'entraîneur, c'est difficile de faire passer un message aussi avec un traducteur, quoi. C'est pas le même. Mais ça, je l'ai vécu. Quand on était au Niger ou quand on était en Algérie, certains joueurs, si tu veux, qui venaient dans l'Algérie des endroits un petit peu plus reculés, et que le message devait être passé par l'adjoint que nous avions, qui s'appelait Bilal Zeri, c'était pas du tout fait comme le fait Roland. Donc le message, quand il fait des causeries, et à un moment donné, c'est chaud, hein, il faut dire la vérité, c'est chaud. Hein. Bon, et ça, tu peux pas le faire passer s'il dit à Jacques, dis-le en anglais, quoi. Après, attention, j'ai vu qu'il avait un traducteur cette saison qui prenait vraiment la posture de Bielsa à chaque fois qu'il traduisait. Quand Bielsa était en colère, il était en colère. Enfin, je trouve que le traducteur est un bon acteur. On est compte où on en est en tout ça là-dedans. Alors qu'il faut tout simplifier pour pouvoir redresser la barre. Faisons des choses simples. La compo de l'OM et puis le classement pour voir justement l'importance de ce match, que ce soit pour Marseille et pour Lille. Voilà, la compo de l'OM, c'est du classique. On va peut-être même pas la commenter. Ça sera certainement le 11 de base maintenant de Rudy Garcia, avec Ocampos et Thauvin notamment sur les côtés, et puis une charnière Rami-Rolando qui a fonctionné contre Paris, qui devrait être reconduite. On verra ça au coup d'envoi dimanche à 21h. Mais le classement, il est intéressant puisque moi j'avais une question à vous poser. Allons-y. Qu'est-ce que vous pensez de Mitroglou? Ah ben, il a pas c'est une question, je sais pas, 15 millions d'euros plus ces 4%. Enfin, les 50%, il les payant pas. C'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. C'est très dur de donner un avis pour l'instant. Vu qu'on est passé rapidement sur la compo, mais moi je trouve que je me pose encore plus de questions que pour les autres, quoi. Je veux dire, Mitroglou, si on met les trois, Francis, Germain, NJ, Mitroglou. Mitroglou, il est combien? Numéro 3. Moi, je mets en ce moment, la forme actuelle, je mets NJ derrière Germain et Mitroglou en 3e. Après, peut-être qu'il lui donne du temps de jeu. Effectivement, peut-être qu'en ce moment, il est numéro 3 dans la hiérarchie. Peut-être qu'il revient de très loin physiquement. Et peut-être qu'en lui donnant du temps de jeu là et en le faisant passer un peu pour ce gentil Pato qu'il est devant, il va, Pato pas le joueur, il va progresser et il va s'affirmer comme numéro 1 parce qu'on sait que rien ne remplace le rythme de la compétition. Et peut-être qu'en le jouant là, en l'envoyant entre guillemets à l'abattoir sur ces grosses rencontres, il va physiquement prendre voilà. On va regarder le classement, on est vraiment en retard sur l'émission, messieurs, je suis désolé. Le débat Mitroglou sera forcément relancé dès lundi, puisqu'on aura vu un match de plus de notre grec de l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM 18 points, Lyon 19, Nantes 20 et Monaco 22, peut-être pour les places atteignables éventuellement. On a vu Saint-Etienne juste derrière. Et puis Nice, dont on parlera dans quelques minutes, qui a 10 points, et Lille 6 points. La situation effectivement est mais un match en moins du coup. Mais un match en moins effectivement face à Amiens. Oui, mais à la limite s'ils le gagnent, ça leur fait que 9 points. C'est vrai, voilà, donc toujours relégable évidemment. Le calendrier pour finir de l'Olympique de Marseille sur les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Les prochains jours plus exactement. 3 matchs avant la trêve internationale. Lille donc, le Victoria Guimarães et la réception de Caen qui sera à 17h au Stade Vélodrome le 5 novembre. Et puis une trêve et 2 déplacements corsés du côté de Bordeaux. Le fameux Bordeaux-OM, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Et Konyaspor en Europa League. On passe tout de suite à une partie médias. Est-ce que l'OM est méprisé par les médias en général? C'est une question qu'on avait envie de se poser aujourd'hui.